Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour et l'analyse technique de trois actions qui ont été fortement demandées. Atari qui est très intéressante, Go5 qui l'est moins, et DroneVolt également qui, je parle d'un point de vue purement technique, sont sans doute moins intéressantes. On va commencer par Atari. Alors je vous signale que si vous débutez l'analyse technique, cela va être un petit peu compliqué, mais c'est le prix à payer pour avoir un trading fondé sur un travail rigoureux à l'opposition d'un trading émotionnel et incantatoire. On va donc commencer par Atari en données mensuelles. En données mensuelles, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à un mois de cotation, comme vous pouvez le voir. Et sur cette échelle de temps, la prochaine résistance me semble être celle des 0,896 1,076. Autrement dit, c'est la zone qui a fait support, qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue résistance. Et normalement, c'est cette zone qui devrait nous poser problème à moyen long terme. C'est-à-dire qu'on parle d'une zone qui est entre 33 et 60%. Donc ça, c'est assez encourageant pour la suite. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais ça veut dire qu'on n'a pas grand-chose pour nous empêcher d'aller jusqu'à là sur cette unité de temps. On descend d'une unité de temps, on regarde des données hebdomadaires, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, chaque bougie correspond à une semaine de cotation, c'est la vue de moyen terme. Et là, ça se précise un petit peu, toujours par transparence, la résistance mensuelle qui est éloignée. On voit qu'on a une séquence très classique en fait de cassure de résistance. C'était une résistance, elle a été cassée, c'est la résistance des 0,33, 0,37, elle a été cassée. Elle a donc changé de polarité, on est revenu prendre appui de manière très classique, vous voyez la résistance est devenue support, et on a rebondi et on a cassé cette nouvelle résistance comprise entre 0,46 et 0,49, ce qui l'a donc fait changer de polarité, on devient donc soutenu par cette zone de support des 0,46, 0,49. Vous avez compris que si on retourne sur cette zone, ce qu'il se passe de manière classique, c'est que le changement de polarité fait qu'on pourra éventuellement rebondir dessus. C'est pas toujours vrai, mais comme cela s'est passé précédemment, c'est ce qui se passe en général. On regarde maintenant les données journalières et vous avez une tendance qui est magnifique puisque vous avez ici la moyenne mobile à 7 jours qui monte, la moyenne mobile à 20 jours qui monte, la moyenne mobile à 50 jours qui monte et la moyenne mobile à 200 jours qui monte. Autant dire que la tendance de court terme, la tendance générale, la tendance de fond et la tendance de long terme sont toutes les trois haussières. Nous avons également ici un support journalier. Alors c'était une résistance qui a été cassée et qui est devenue support. Les autres sont comprises en fait dans la zone de support hebdomadaire, donc c'est pas très intéressant. Par contre, on a bien ici un support journalier à 0,42, 0,43. On a ouvert un petit gap ici, dont on ne peut pas véritablement savoir la nature. Il se peut qu'il s'agisse d'un gap de continuation, comme il peut s'agir d'un gap un futur gap d'essoufflement. On ne peut pas le savoir pour l'instant, mais ce qu'on sait, c'est que si on le comble rapidement, ce serait une mauvaise nouvelle. Par contre, si on ne le comble pas rapidement, il s'agira sans doute d'un gap de continuation. Et s'il s'agit d'un gap de continuation, pourquoi pas ne pas envisager la méthode traditionnelle qui consiste à prendre toute la distance parcourue avant le gap, de le reporter par-delà le gap, et ça vous donne un objectif qui nous amènerait au pied de la résistance mensuelle. Alors le problème est le suivant, c'est qu'on a déjà pris une avance considérable par rapport au cours, c'est-à-dire que depuis la dernière impulsion haussière qui a commencé le 5 mars, on en est déjà à la bagatelle de, pour ne pas dire 100%, 97%. C'est évidemment intenable, et si on envisage que l'on aille chercher la résistance mensuelle, ça voudrait dire qu'on aurait fait 164% en ligne droite. Ça me semble quand même difficilement réalisable. Alors le problème n'est pas pour ceux qui détiennent déjà l'action en portefeuille. Si vous avez acheté l'action en début de mouvement ou même récemment, pourquoi pas ne pas envisager de garder l'action en portefeuille. Il n'y a aucune raison qui incite à précipiter la vente. Le problème, il est pour ceux qui voudraient se porter acquéreur maintenant. Parce que si vous avez bien compris ce que j'ai dit, généralement, vous avez des consolidations. Sauf que le prochain niveau de consolidation sérieux, c'est celui du support hebdomadaire des 0,46, 0,49. Et ça fait une chute abyssale si on va le chercher. Puisque si vous achetez maintenant sur les plus hauts à 0,672 et que vous subissez de plein fouet le retour sur le support hebdomadaire
à 0,4649, ça veut dire accepter une baisse de 26 à 31%. Et même en estimant qu'on pourrait faire une touchette sur le support journalier par excès, ça voudrait dire accepter une baisse de 37%. Alors en tant que tel, c'est pas monstrueux, il suffit d'ajuster sa position pour gérer tranquillement une baisse comme ça. Au lieu d'investir par exemple 100, vous investissez 30, ok, pour subir sereinement cette baisse. Mais ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant à faire. Si je voulais me porter acquéreur d'Atari, j'intégrerai le fait qu'une consolidation est plausible avant d'aller chercher la résistance mensuelle. Donc ce que je ferai à titre personnel, c'est fractionner mon entrée de telle manière que je lisserai mon coût d'achat et que je réduirai mon coût d'intervention unitaire. Clairement, comme il est envisageable que l'on revienne tester ce support et qu'il est envisageable que si on le casse, on aille chercher ce support-ci, voire ce support-là, j'entrerai en 3 fois. C'est-à-dire qu'au lieu d'investir 100 par exemple, j'investirai 33 maintenant, pour être sûr de ne pas louper la fusée au cas où elle ne redescendrait pas. J'investirai, ou alors sans doute 25 ici, 25 là, 25 ici et 25 encore là. Ce qui me permettrait, si j'ai raison de me méfier, de réduire significativement mon coût d'acquisition avant une envolée vers la résistance mensuelle. Et si je me trompe, eh bien, je pourrais bénéficier de la fusée, certes pas sur les 100 que j'avais investis, mais sur 25, mais c'est le prix à payer pour avoir de la sérénité. Et si on revient sur cette zone-là sans repartir de l'avant parce qu'il se sera agi d'un gap de continuation, eh bien je rentrerai 25 tout de suite, 25 ici. Alors c'est sûr que je ne serai investi que sur une demi-position, mais c'est sans doute encore une fois le prix à payer pour avoir de la sérénité. Alors, il y a quelque chose qui est à suivre de près, à mon avis, c'est les bandes de Bollinger. Et vous allez comprendre pourquoi. Nous sommes actuellement en train de clôturer en dehors des bandes de Bollinger. Vous voyez, normalement, on clôture entre les deux Bollinger et exceptionnellement, on en sort. Là, on en sort depuis maintenant plusieurs bougies, c'est exceptionnel. Mais ce qui est intéressant à suivre, c'est le moment où on va revenir et on va clôturer en fin de journée à l'intérieur des bandes de Bollinger. J'en parle parce que regardez ce qui s'est passé systématiquement lorsque l'on est rentré à l'intérieur des bandes de Bollinger après on est sorti. Regardez, on est sorti, on est re-rentré, on est allé chercher la M7. On est sorti, on a clôturé en dessous, on a réintégré, on est allé chercher la M7. On va continuer juste pour que vous voyez que ce ne sont pas des équilibrations. On est sorti, on a réintégré, on est allé chercher la M7. On est sorti, cette séquence était très proche de celle qu'on a vécue, qu'on vit actuellement. On est sorti, on a réintégré, on est allé chercher la M7, on est allé chercher la M20, on va très, très souvent chercher la M20 également. Alors, je vous montre un dernier pour la route. Toute la séquence, on est sorti, on a réintégré, on a allé chercher la M7, etc., etc. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le moment à surveiller de près si vous êtes intéressé par Atari, c'est le moment où on va réintégrer les bandes de Bollinger parce qu'il y a de fortes chances pour qu'on aille chercher la M7. C'est pas vrai à 100%. Regardez ici, on est sorti, on a réintégré, on n'est pas allé chercher la M7. Donc attention, je ne suis pas en train de vous donner une martingale, je suis en train de vous dire que c'est généralement ce qui se passe. En tout cas, le jour où on réintégrera, où on clôturera en dessous de la bande de Bollinger, attendez-vous à ce qu'on aille chercher la M7. Ça peut être également une position intéressante si vous voulez accumuler de manière fractionnelle. D'accord? Donc pour faire simple, si j'étais actionnaire, j'aurais deux solutions. Soit j'attendrai patiemment, je ne ferai rien et je garderai ça à vie. Soit sans doute je fractionnerai également mes sorties, c'est-à-dire que je prendrai une petite part de profit tout en montant en sachant qu'il risque d'y avoir des secousses importantes parce qu'on n'a pas consolidé encore. Si je n'étais pas actionnaire Atari et que je voulais me porter acquéreur, je l'ai dit, j'achèterai un petit peu maintenant, un petit peu sur la zone bleue, un petit peu sur la zone grise et voire sur la zone orange. Comme ça, chaque baisse en fait me donnerait le sourire en permettant d'accumuler progressivement, rationnellement, si j'avais en tête bien sûr que l'on allait chercher les 0,896, 0,76, mais c'est un petit peu le travail de l'analyste fondamental, pas vraiment de l'analyse technique. Et n'oubliez pas, le stop loss est très important parce que à moins d'avoir une foi inébranlable dans une action, il faut avoir un plan de sortie comme un commando, un plan d'exfiltration, un plan B. Ok, sinon c'est du trading incantatoire et émotionnel et pas du trading rationnel. Je pense que une façon de mettre le stop loss, c'est si on clôture
en dessous de cette zone grise. J'ai bien dit clôturer en dessous de cette zone grise ou en dessous de cette zone orange selon la perte que vous acceptez de subir. Alors c'est un peu compliqué, mais il faut de toute manière mettre un stop loss parce que vous pouvez très bien vous retrouver avec une baisse conséquente. Déjà là, si on va chercher la zone orange, ça fait une baisse de 34-35%. Je pense que si on clôture en dessous de la zone orange, ça fait une baisse de 40%. Mais attention, c'est pas une 40%, une baisse de 40% sur le capital que vous aurez investi sur Atari, puisque vous ne perdriez que 40% que sur le quart de la position que vous achetez là. Vous perdriez moins si vous fractionnez, c'est ça l'intérêt. Mais voilà, mettre un stop loss, c'est obligatoire si vous voulez pas avoir des baisses qui sont conséquentes, parce que n'oubliez pas que Atari, comme d'autres valeurs, ont connu des mouvements très significatifs de baisse aussi. Regardez, depuis les plus hauts de 2018, par exemple, l'action a pu perdre jusqu'à 91%. Vous voulez pas ça, donc protégez-vous avec un stop loss, à moins, encore une fois, d'être sûr, très sûr de vous. Plus récemment, la grosse baisse qu'il y a eu ici, depuis le mois d'octobre 2020, a amené l'action à perdre 33%. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, il faut être d'accord à l'avance. Voilà, on va passer maintenant à quelque chose d'un peu moins intéressant graphiquement, qui est Gosin. Alors si vous m'abandonnez ici, sachez que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner à mon compte Boursorama, à Twitter, à Facebook, et également vous pouvez suivre les interviews, les podcasts que j'ai fait des grands traders et des grands analystes techniques. C'est enrichi régulièrement. Vous pourrez gagner des années de travail en suivant leurs interviews. Je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Alors Gosin est dans une situation qui est, on va dire, d'attentisme. On a tout d'abord les données hebdomadaires ici. Vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose à dire. En données hebdomadaires, on a une situation où on est pris en sandwich, c'est très souvent le cas, entre une résistance et un support hebdomadaire. Là par contre, on n'a pas besoin des bandes de Bollinger, je vais les enlever. Le support hebdomadaire, il est à 8, 10, 8, 20. La résistance hebdomadaire à 13, 13, 3. C'est très ample. On peut évoluer longtemps comme ça. Il y a un signe qui est encourageant. C'est ce qu'on appelle le non-croisement haussier M7, M20. Ça, c'est très bien. Ce qui m'amène à penser qu'à terme, c'est-à-dire pas demain ni après-demain, mais dans quelques mois, on devrait solliciter les 13, 13,6. Ok, ça veut dire une progression envisageable de 20%, mais encore une fois ça va prendre du temps parce que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Mais quand on regarde les données journalières, ça va être quand même assez lent, puisque la tendance n'est pas haussière pour l'instant pour toutes les unités de temps. La moyenne mobile à 200 est ascendante, la moyenne mobile à 20 jours est ascendante, la moyenne mobile à 7 jours est ascendante. Donc c'est-à-dire que la tendance de court terme est haussière, la tendance générale est haussière, la tendance de long terme est haussière. Par contre la tendance de fond est neutre parce qu'on est au-dessus de la M50, mais celle-ci est descendante. Je pense qu'il y a moyen de voir une cassure, pas tout de suite, pas sur cette attaque actuelle, parce que les moyennes mobiles sont pas encore ascendantes. Mais à terme, si on casse la résistance intermédiaire, je pense que l'on pourrait trouver la force de faire la distance qui nous manque pour aller chercher la résistance hebdomadaire à 14%. Ok, c'était 20% de plus haut que maintenant. Mais j'envisage également un échec tout de suite. Alors ce que je ferais si je voulais acheter du Gosin pour limiter les risques, parce qu'il y a toujours la possibilité que l'on monte et qu'on redescende. D'ailleurs, vous voyez, la dernière fois qu'on est venu toucher cette zone, on est redescendu. Je fractionnerai également. Si je voulais être sûr de ne pas louper le train, au lieu d'investir 100 maintenant, j'investirais par exemple 33 maintenant. J'investirai 33 si on casse la résistance. Et alternativement, j'investirai 33 si on devait revenir sur le support hebdomadaire. Donc soit j'achète maintenant 33, j'achète 33 ici et j'achète 33 en cas de cassure et j'aurai ma ligne constituée. Soit j'achète 33 maintenant et j'achète 33 donc ici en cassure, donc je serai uniquement à 66% investi. Mais encore une fois, c'est le prix de la sécurité. Quant à ceux qui en ont en portefeuille, je pense que voilà, c'est pas une mauvaise situation que d'en avoir en portefeuille, mais sachez encore une fois que ça risque de bloquer sur les résistances. On termine avec la dernière action qui m'a été demandée, qui est DroneVolt. Alors là, par contre, c'est le calme plat. La situation n'est pas mauvaise. Regardez, vous regardez les données mensuelles. On est dans une situation, c'est les données hebdomadaires qui m'intéressent, on est dans une situation de congestion depuis qu'on a touché cette zone grise ici, pas grand chose à dire. On va regarder surtout les données journalières pour voir à quel point c'est plat.
Et là, vous avez la tendance de long terme qui est devenue haussière, donc ça c'est bien puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. On est au-dessus, non, les autres moyennes mobiles 7, 20, 50 sont plats, donc il n'y a pas de tendance. Donc voilà, seule une cassure de la résistance pourrait ici décanter la situation. Si je voulais acheter du drone vol, j'achèterais sûrement pas maintenant tout, hein, j'achèterais pareil, je diviserais 33 maintenant, 33 en cas de retour sur le support journalier, voire le support intermédiaire, 33 en cas de cassure de la résistance. Alors, selon les cas, je serai investi à 100 ou à 66%, mais encore une fois, vous l'avez compris, c'est ma méthode, ça consiste à limiter quand même les risques. Voilà. Je vous invite, si vous avez aimé ces 3 analyses, encore une fois, à vous abonner soit à mon compte Boursorama, soit à mon compte Twitter, soit à mon compte YouTube, soit à mon compte Facebook. J'ai un blog, j'ai 2 blogs, je fais des vidéos tous les jours, ça pourrait vous intéresser, et je vous engage vraiment à regarder les vidéos sur la manière dont je positionne mes stop-loss. C'est très important. Ça également, vous le trouverez sur la Trading Academy. Et puis surtout, les podcasts que je produis et qui vous permettront de gagner des années en suivant l'exemple et les conseils de traders expérimentés. Je vous dis donc à très vite pour une autre analyse technique.